Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente un petit peu juste pour faire un échange encore plus fort à la fin de cette partie. Je suis aujourd'hui chercheur en IA multimodal, en IA en algorithmie, parce que j'ai fait mon PhD en informatique. Et auparavant, au sein de l'ICAM site de Strasbourg, j'ai construit les masters spécialisés sur la transition industrielle, transition digitale industrielle, et aussi j'étais responsable du département numérique. J'ai commencé mes études à Beyrouth, puis après j'ai passé par Brest et j'ai passé par Toulouse pour entre 2011 et 2016 pour mon PhD, pour faire ma thèse. Puis après, j'ai passé la thèse à Nantes et puis après, j'ai passé à Strasbourg pour la suite professionnelle. Aujourd'hui, je travaille sur des sujets en lien avec l'algorithmie, l'informatique et surtout l'IA de confiance, avec les paramètres qui nous aident à vérifier une certaine traçabilité et confiance avec des modèles comme les LLM ou autres, mais surtout les autres pour le moment. Je travaille sur des projets comme Mirage, sur la maintenance routière, c'est la suite de mon sujet de thèse. Je travaille sur un projet SkyMind que je vais vous présenter un petit peu sur l'IA multimodale et comment on peut analyser le comportement des opérateurs et l'IA générative, mais spécialisée. On va voir pourquoi. On a déjà commencé à voir pourquoi avec Philippe et je vous présente encore plus de détails là-dessus avec l'art du prompt engineering. Juste en quelque sorte, un petit peu le projet SkyMind, c'est comment on améliore la performance des opérateurs pendant une conduite de voiture, conduite, pilotage d'un avion. On analyse des données qui sont des vidéos, mais quand même aussi comment l'humain se comporte au sein de ces actions. À la fin de la présentation, j'ai pas lancé j'ai pas lancé le minuteur. À la fin de la présentation, on va échanger surtout avec vos questions. Vous pouvez poser plein de questions, vous pouvez liker ou faire des commentaires si vous voulez pour la suite. Et ça, vous avez déjà scanné le mur. N'hésitez pas à me donner des idées, de vos impressions et bien sûr les questions les plus citées, on va directement répondre par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble en vrai? Je vais refaire une petite intro sur l'IA générative et puis après, une petite intro avant de parler de l'art de prompt parce que euh, pourquoi le prompt il est si important dans le jeu, dans la démarche. Puis après, je vous donne les techniques de ces prompts, ce comportement qu'il faut faire. Et je vous donne à la fin, avant la conclusion, des prompts très spéciaux qui ont pu hacker les large language models, surtout ChatGPT parce qu'il est le plus connu et euh, il y a beaucoup des gens qui essayent de jouer le jeu à faire des prompts qui dépassent les filtres par l'ingénieur de OpenAI. Et déjà, OpenAI, ils sont très contents de ce comportement de hack prompting parce que ça améliore leur système et ils peuvent faire une amélioration des filtres qu'ils peuvent imposer. Et c'est comme ça qu'ils ont amélioré entre les premiers mois de la sortie de ChatGPT 3.5 qui était public et quelques mois après, ils ont corrigé plein de problèmes, ils ont amélioré le raisonnement, ils ont amélioré plein de choses parce que, comme l'a dit aussi Philippe avant, ces modèles-là, ils s'entraînent sur les données que vous-même vous donnez ou bien les conversations que vous faites avec. Un petit review très rapide sur l'IA. En fait, déjà, l'intelligence humaine, il n'y a pas une seule définition pour l'intelligence. Pour l'intelligence, entre l'intelligence de raisonnement mathématique, l'intelligence sociale, l'intelligence comportementale, etc., il n'y a pas une seule définition. Et tout dépend de quel est le spécialiste derrière qui va définir la, la- l'intelligence entre un philosophe, un psychologue ou bien un neurologue. Tout est différent et tout part
en définitions diverses et variées. Et du coup, si l'intelligence déjà elle-même, elle n'est pas bien définie, ou bien on n'est pas tous en train de parler du même terme et de même définition, les informaticiens, à un moment donné, et dans les années 1956, ils ont introduit l'intelligence artificielle parce qu'ils voulaient un peu décrire le propre moyen de leur système intelligent entre la robotique et les autres sujets des systèmes experts. Et du coup, les concepts multidimensionnels, multi-concepts complexes et tout ça, c'est des définitions variées et même les neurologues, ils parlent de CRT, Cognitive Reflex Test, pour vérifier si quelqu'un il a une intelligence quelconque de leur point de vue. Du coup, les points communs sont toujours la complexité de l'intelligence, l'adaptation à l'environnement, c'est quelque chose d'intelligent et c'est comme ça l'humain qui l'a vécu depuis des millions d'années. Différences individuelles, il y a beaucoup de différences pour chaque individu et le développement qui est vraiment aléatoire, tout dépend, même ça dépend en épigénétique de ce qu'on mange et de ce qu'on voit et tout, toute notre vie. Mais pour les informaticiens, l'intelligence, c'est tout simplement un algorithme et on ajoute à ça la mémoire. Et c'est comme ça que ces systèmes de conversation, ils utilisent les programmes pré-entraînés pour comprendre les mots et comprendre les relations entre les mots, les relations entre les paragraphes, les relations entre les entités et aussi ils utilisent cette mémoire sur le long terme. Sur l'IA générative, comme on est en train de dire aussi au début, on travaille sur des données, d'accord? Du coup, ces données, ça peut être du texte, et là, on a des exemples comme ChatGPT, Claude, Mistral, qui est l'IA française, et Gemini, qui est l'IA de Google. On peut parler d'images aussi avec OpenAI ou bien avec Ideogram euh, ou Midjourney, qu'on a vu avec leur histoire de tableau qui a gagné une compétition. On parle de l'audio avec Whisper et Beethoven et Chris, pardon. Et on parle aussi des vidéos générées par Syntasia, DID et compagnie. Bah, au début de la vague, quand bah, les IA sont sortis pour le public, j'ai commencé à benchmarker toutes les plateformes qui disent qu'ils utilisent l'IA. À un moment donné, je peux plus suivre ce rythme parce que il y a même, je peux dire que même chaque semaine, des nouvelles IA, des nouvelles plateformes qui essayent d'avancer sur ça. Et avant de parler du prompt, le prompt, c'est l'échange qu'on demande à la machine euh, pour interagir avec la machine. Et on faisait ça même sur les microcontrôleurs les plus simples ou les écrans les plus simples avant. On parle du prompt. C'est quand on a le petit flèche qu'on est dans un- dans une zone de commande sur le DOS aussi, les premiers ordinateurs qu'on avait. Alors, on va se concentrer sur l'IA texte et un petit peu le ChatGPT et Gemini, qui est de Google et d'OpenAI, respectivement, d'OpenAI, ChatGPT et de Gemini pour Google, pour dire que c'est une IA générative, ok, développée qui fait du chat. Mais comme le nom le dit, le chat, c'est pour la conversation, la discussion, et le GPT, c'est Generative Pre-trained Transformers. Et du coup, il y a toujours deux parties. Quand on travaille avec, quand on interagit avec l'intelligence artificielle, on doit toujours considérer qu'il y a vraiment deux entités qui travaillent. La première entité, c'est comment on comprend le NLU, Neural Language Understanding, c'est comment on en comprend le prompt, comment on comprend la commande ou la demande de l'utilisateur. Et puis après, la deuxième partie, c'est comment on génère une réponse avec le Neural Language Generation. Du coup, le prompt, c'est surtout sur la partie NLU qui est, là, je ne sais pas si je fais une bonne direction, pop, comme ça, bonne direction, le NLU.
C'est là où le prompt, il a un grand, grand rôle euh, et c'est très important à l'utiliser. Du coup, pour le NLU, c'est comment on comprend une phrase. Par exemple, là, c'est un exemple. Je veux faire une démonstration de NLU qui indique comment ChatGPT comprend ma phrase. Est-ce que les produits sont bien arrivés en stock à la date attendue? Et du coup, il m'a expliqué comment le modèle, il a divisé les sujets, il a commencé à analyser ces différentes parties et il va me répondre à la base de ces différentes parties. Et vu que, il y a la question de la mémoire, il peut, on peut, dans la discussion, dans la même discussion, si on est toujours dans la même discussion, on peut lui dire et lui annoncer, ah, tu te rappelles de mon premier prompt ou ma première demande que j'ai fait et il va directement oui, dire oui, et voilà, c'est ce que vous avez essayé, pardon, de, euh, de demander. Du coup, le sujet de la mémoire, il est très, très essentiel et important. Et c'est pour cela, l'art du prompt, il va profiter de cette mémoire et on va donner des techniques qui vont utiliser en même temps la bonne démarche de compréhension de la demande, mais aussi d'imposer une certaine manière de faire et une certaine manière de répondre. Petit rappel aussi parce que c'est très important. C'est très, très important. On se demandait si, je me rappelle de la question de l'étudiante qui a demandé pourquoi on fait pour que l'IA dépasse les humains, en quelque sorte. Euh, c'est pas pour qu'il dépasse. Il dépasse déjà. Ça, je voulais un peu le signaler. L'intelligence artificielle aujourd'hui, un humain ne peut pas analyser des centaines d'images ou des centaines de documents texte à la rapidité que l'IA le fait. Euh, euh, mais il faut prendre en tête un sujet, c'est comme si quand on entraîne un modèle, c'est comme si on est dans une grande bibliothèque, des grandes, grandes bibliothèques, même des bibliothèques internationaux. Euh, Ça veut dire multi-biblio. Et du coup, il y a quelqu'un dans la bibliothèque ou dans ces multi-bibliothèques qui a lu tous les livres, tous les livres. Alors, si on fait un chat avec cette personne, il va avoir bien sûr les cheveux blancs, etc., tout vieux, pour pouvoir déjà atteindre le niveau de lire tout. Euh, Si on va lui poser des questions, il va tout simplement répondre de sa tête et de sa mémoire, mais de mélanger des concepts différents et d'avoir une vue très, très généraliste, très, très globale, parce qu'il a lu des documents sur toutes différentes thématiques scientifiques. Du coup, on ne peut pas imaginer que quand on pose une question, déjà quand vous le faites entre vous, entre collègues, euh, vous ne pouvez pas imaginer que la personne qui est devant vous, ça veut dire votre collègue, votre ami, vos camarades, ils comprennent déjà votre question à l'exactitude 100%. Et il ne faut pas imaginer que la personne qui va répondre, il va sortir un texte mémorisé par cœur ou bien un texte qui est déjà référencé parce qu'il sait dans ces mots ou bien ces phrases qu'il les a, où il les a lus ou bien comment il les a compris. Du coup, si vous mettez ça dans vos mémoires actives tout le temps, vous allez pouvoir faire des prompts et interactions bien claires avec les systèmes d'IA parce que vous allez toujours penser que l'IA, c'est un assistant et du coup, je vais lui faire des choses, mais euh, pour lui faire des choses, il faut toujours que moi, je maîtrise déjà ce que je lui demande. C'est ça qui est le plus important. Moi, je maîtrise quelque chose. Moi, je veux que juste il m'aide. Et je peux avoir aujourd'hui, en utilisant les plateformes publiques, un assistant, deux assistants, trois assistants en même temps sur mon ordinateur. Et ça, ce que je fais d'habitude, par exemple, moi, j'ouvre ChatGPT, j'ouvre Gemini en même temps.
Quand je fais le même prompt, je vois déjà les réponses qui sont différentes et les différences entre les deux. Hop. Du coup, maintenant sur l'art de prompt, l'art des demandes. On est toujours bon sur le son et tout le monde entend très bien. Oui, ok. C'est bon, c'est bon. Maintenant, l'art du... C'est bon? Ouais. Ok, parfait. Maintenant, sur l'art de prompt, il y a plein de techniques. Il y a, là, je cite 17, mais il y en a encore des choses qui sortent, etc. Et pour chaque technique, il y a quelques techniques qui sont devenues obsolètes. Ça veut dire des techniques qui sont plus utilisées. Ils étaient utilisés pour ChatGPT 2.0 et d'autres. Et on va voir un peu, mais un peu les- aujourd'hui, ce qui est fait le plus, c'est de combiner les techniques. On commence par la première technique, ce qu'on appelle zero shot prompting. Ça veut dire on fait un prompt avec un seul shot, une seule demande, très très simple, une seule instruction. Euh, Vous avez toujours les sources en bas pour voir plus de références avec les liens et vous pouvez lire tous les articles qui sont cités plus tard. Euh, c'est la méthode la plus simple, mais c'est pas la méthode la plus efficace. C'est même la méthode le plus risquée. Parce que on fait une seule demande et comme on imagine, si on travaille avec des collègues, on fait juste une demande qui est une seule phrase. Mon collègue, il peut la comprendre partiellement, il peut comprendre comme il veut, il l'interprète comme il veut. Le NLU, il va l'interpréter et ça peut être risqué. Du coup, on a avancé un petit peu plus d'étapes avec ce qu'on appelle le few shot prompting. Ça veut dire on fait plusieurs instructions et puis on demande les actions à mener. Et parfois, c'est dans ces instructions, on peut demander, on peut pardon, donner des exemples. Et comme ça, le système, il va comprendre ce que moi j'attends. Mon collègue, mon assistant, il va comprendre de ce que je demande, ce que j'espère voir comme résultat. Parce que je lui donne des exemples. Et souvent, on améliore les résultats. On est plus proche de ce qu'on cherche parce qu'on a donné déjà des exemples. Et c'est quand le raisonnement est un petit peu plus complexe, même avec ça, les choses n'avancent pas bien sur les systèmes et les modèles anciens. Et puis après, il y a eu le prompt qu'on appelle la chaîne des chain of thoughts, la chaîne des pensées que j'ai dans ma tête. J'essaie de les enchaîner même pour le modèle qui est en train d'être utilisé. Du coup, je donne des instructions pour aider au raisonnement. Ça veut dire, je considère que le raisonnement de base, que le raisonnement de l'IA devant moi, il est limité sur des thématiques X ou Y. Et du coup, je donne toutes les étapes intermédiaires pour que lui, il, il peut améliorer le raisonnement parce qu'il va faire le NLU avant de faire sa réponse auto-donnée. Là, c'est un exemple de l'article scientifique qui est sorti en 2022 sur des réponses faux. Mais là aussi, je parle de chain of thoughts prompting. C'est quelque chose qui était faisable dans les anciens modèles d'IA. Euh, Aujourd'hui, ils ont quand même un petit peu dépassé ça. On va voir comment. Mais c'est toujours très bien et mieux de faire encore, encore ça. Ça veut dire de faire le chain of thoughts avec une complexité un peu plus élevée. Je vais vous montrer des exemples un peu plus avancés. Il y a le zero shot et le COT, le chain of thoughts, ensemble. On peut les utiliser ensemble. Comment on fait alors? On fait une seule instruction parce que c'est une zero shot prompting. OK? Mais on dit directement, si c'est en français, pensons étape par étape. Si c'est en anglais, let's think step by step. Euh, et du coup, là, déjà, on impose avec juste quelques mots dans la même instruction que je demandais que détaille les étapes pour moi. OK? J'attends pas que tu travailles globalement comme ça. Non, je veux les étapes
Et comme ça, on améliore les résultats encore par rapport à cette zero shot prompting avec les étapes, en demandant les étapes. Par exemple, ici, là, on voit un exemple. Et quand on dit let's think step by step, on peut voir facilement que le résultat, il devient beaucoup plus correct déjà, juste parce qu'on a ajouté cette instruction. Le self-consciousness, ça veut dire là, on demande à nos modèles d'être plus attentifs et d'avoir une conscience, d'avoir plus de raisonnement avant qu'il fasse quoi qu'il soit. Ça veut dire via des exemples je lui dis, bon, raisonne, quoi. Ne fais pas juste euh, des étapes ou rédaction de textes simples, etc. Non, comprends, approfondis les calculs dans tes relations, et puis après, donne-moi le résultat. Et du coup, on améliore le raisonnement arithmétique et le bon sens. Alors là, des exemples dans l'article scientifique qui travaillait très bien en 2022, on est en 2024, ça fait 2 ans. Bah, du coup, ChatGPT, ils sont déjà dans le self-consistency. Ils sont déjà là. Ça veut dire les nouveaux systèmes. Ils sont déjà là sur des thèmes, par exemple sur la question là d'âge, etc. Il va directement faire un bon raisonnement et le bon calcul, la conscience, on va dire, de ce qu'il essaye de faire, etc. Il va pas faire des mauvais pas. Alors qu'avant, ce même exemple, il y a 2 ans, ça marchait pas. Et le Generated Knowledge Prompting, c'est là où c'est hyper sympa. Là, en fait, on donne de la connaissance au modèle. Ça veut dire, on lui explique, par exemple, comment on joue du golf. Parce qu'avant, les modèles, on leur demande, est-ce que dans un jeu de golf, est-ce qu'il faut qu'on travaille, euh, on fait c'était quoi la demande? J'ai oublié. Une partie de golf il faut atteindre un point euh, plus élevé. Et il disait oui avant. Maintenant, avec Gemini, parce qu'on a ajouté generated knowledge, encore, ils ont amélioré les paramètres, on a plus de paramètres, ils comprennent c'est quoi un jeu de golf. Avant, ils ne comprenaient pas le jeu et ils disaient parce que tous les jeux sportifs ou les jeux, c'est gagner des points, etc. Ou pour gagner, c'est gagner des points déjà. Il n'a pas raisonné d'une manière correcte, pardon, pour du golf, pour le jeu du golf. Le prompt chaining, l'enchaînage du prompt. On définit des sous-tâches et en fait, à chaque fois, je vais dire c'est le mieux, c'est vrai, je commence à me connecter. Non, mais l'enchaînage des tâches, ça améliore la compréhension du système et ça nous donne des points dans le sens, les demandes sont bien précis et bien définies. C'est comme si quand on fait en algorithmie divide and conquer, diviser les tâches en sous-tâches et sous-sous-tâches, etc. Parce que quand on divise, on peut vraiment gérer les choses et les itérations. Du coup, on a plus de précision, plus de clarté, pardon, sur les raisonnements qu'il a fait ou bien les démarches qu'il a fait. Et on peut les tracer. Où il se trompe, dans quelle étape, dans quelle sous-tâche que moi j'ai divisé, le modèle s'est trompé. Le Tree of Thoughts, et ça, c'est un modèle où il utilise le Chain of Thoughts, mais au lieu d'avoir une seule chaîne de pensée, on essaie de faire, pardon, on duplicate beaucoup de chaînes de pensée en espérant qu'il y aura des chaînes de pensée différentes, et on parcourt une arbre dans les étapes, dans les pensées qui ont été générées. Et là, la capacité, quand c'est en orange comme les couleurs de l'ICAM, ça veut dire que c'est un truc positif qui est dedans. Quand c'est en blanc, c'est un truc classique ou des points négatifs.
La capacité du LLM à générer et d'évaluer dans une arbre des idées quelles sont les démarches à faire. Par exemple, le Zero Shot Prompting, c'est la première partie, le A. Le chain of thoughts, c'est une seule chaîne, mais quand on est dans une arbre de thoughts et pas dans le self-consistency, on est dans un enchaînage différent et puis après, on peut parcourir l'arbre comme nous, on souhaite de le faire dans le modèle, qu'on lui demande de le faire. Le Retrieval Augmented Generative pardon, le Retrieval Augmented Generation, pardon, les RAG, c'est le modèle qu'on appelle d'habitude le fine-tuning. Et ces techniques-là, c'est quand on fait, euh, par exemple, l'exemple qui était donné par Monsieur Philippe, quand on donne un PDF et quand on commence le chat avec ce PDF, c'est on fait le chat sur les entités qui étaient extraites de ce PDF. Le RAG, c'est l'outil qui fait cette extraction, qui fait cette compréhension de l'extraction. On fait l'extraction de manière hyper basique parce que c'est du texte, etc. Mais après, le RAG, c'est le fine-tuning, c'est comprendre le PDF et pouvoir pointer des choses dans le PDF et pointer des sujets dans ce PDF. Et c'est des itérations. Et ce sont aujourd'hui les techniques de RAG qui sont le plus utilisées pour créer de l'IA spécialisée dans des domaines parce qu'il y a plus de cohérence, il y a une amélioration en fiabilité dans le thème où on a fait du RAG. Du coup, j'ai besoin d'un mathématicien devant moi. Utiliser un OpenAI, un ChatGPT classique ou utiliser la mémoire de ChatGPT plus un RAG qui a travaillé les mathématiques. Parce que, en fait, ChatGPT, c'est comme quelqu'un, les large language models, c'est comme quelqu'un qui a étudié jusqu'au collège. OK? Il n'est pas spécialiste. Il a étudié plein de thématiques, etc. Et encore plus parce que il a étudié sur plein de choses dans le monde. Euh, et puis, maintenant, de cette personne-là ou de cette mémoire-là, on va faire un spécialiste. Et là, on fait le RAG, le fine-tuning. Le fine-tuning et le prompt, parfois, il y a des confusions entre les deux parce que quand on fait des prompts très sophistiqués, ça devient du fine-tuning parce que j'ai besoin de raffiner mes demandes et pouvoir avoir des jolis résultats. Il y a l'Automatic Reasoning and Tools Used, l'ART. C'est aussi combiner l'incitation du COT avec des outils de manière à que je l'utilise, je le donne les outils de compréhension d'un document, de compréhension des choses, etc. Ça donne une flexibilité à l'utilisateur. Au lieu d'utiliser juste le modèle, on a un outil devant qui va nous aider à dire, voilà, là, vous donnez des exemples, là, je donne l'indication, là, je donne une connaissance, etc. Et ce sont combinaisons entre le COT et les outils. Automatic Prompt Engineering, là aussi, on est plus dans le fine-tuning. Euh, euh, c'est de donner des instructions candidats et ces solutions candidats, euh, solutions candidats, il va donner des scores. Ça veut dire on va donner des scores à ces résultats. Et puis après, on va euh, avoir des choses encore plus raffinées et plus spécialistes et fiables en fin de compte. Euh, et ça améliore par rapport au chain of thoughts et penser par étapes. Le active prompting, là, on a cas réponse, on score les réponses. Et quand il y a un désaccord ou des scores très bas, on fait l'interprétation humaine dans les réponses et sont annotés par l'humain pourquoi il y a eu des mauvaises réponses, pourquoi il y a eu des scores hyper faibles pour un truc. Mais du coup, on incite le système à toujours donner des multiples de réponses. OK? Ce que aussi, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, ChatGPT, il était en train de vous donner deux exemples, deux réponses différentes.
et il vous demande de prendre la meilleure ou ce qui vous intéresse le plus. Et là, déjà, ils ont fait, bien sûr, un système d'active prompting. Et ça, c'est active prompting parce que quand vous avez adopté une, elle a eu une bon score, ils vont regarder eux-mêmes pourquoi la deuxième, elle n'était pas sélectionnée. Et bien sûr, en automatisant le process. Et là, c'est un exemple aussi de l'article de d'IAO euh, en 2023 sur les questions-réponses labellisées et avec un score. Et puis après, on annote ou on dit pourquoi le score il était faible pour quelques réponses. Euh, React Prompting, ce qui est sympa dans cette méthode, c'est qu'on incite aussi le système à raisonner et à faire à faire des actions. Du coup, à chaque fois, il va vous donner que maintenant je fais du raisonnement, maintenant je fais de l'action. Euh, euh, et il est nécessaire qu'on utilise des, euh, des outils externes pour pouvoir faire ça. Et là, on est dans une approche beaucoup plus fiable et beaucoup plus factuelle. Là, par exemple, euh, sur un exemple de l'article de React, publié en 2022 aussi, sur comment on a toujours une pensée, ça veut dire un raisonnement, puis après l'action, observation, pensée, action, observation. La réflexion, la réflexion, c'est surtout dans un contexte beaucoup plus linguistique. C'est un retour linguistique et c'est un verbal reinforcement learning. Le reinforcement, c'est par réapprentissage, renforcement, pardon. L'apprentissage par renforcement. Euh, c'est verbal et toujours propose un acteur et un évaluateur. Ça veut dire dans le système même, avant de recevoir un truc nous-mêmes, on va dire, bah, vous avez un spécialiste qui va, vous pouvez faire ça dans les instructions dans le chat GPT. Bah, vous allez mettre un demandeur ou un évaluateur, un utilisateur et un évaluateur de réponse. Vous pouvez faire une discussion entre les deux. Et il va bien sûr faire cet enchaînage qui va faire des réflexions entre les deux ou des réflexions, bon, en vrai, c'est interne, mais il va faire ça entre deux entités qu'il va créer. Et c'est très, très important dans le process de raisonnement et le raisonnement-questionnement dans le Hotpot QA, Question Answering Systems. C'était très utilisé. Je termine avec les derniers. Multimodal COT, Chain of Thoughts, c'est quand on intègre aussi les données multimodales. Ça veut dire je fais des demandes, mais aussi je donne des photos dans ma demande. Et là, il va analyser pas seulement les demandes, des options qu'il a, mais aussi la photo qu'il a eue. Et il va faire un raisonnement mix, euh, photo plus texte. C'est ce que Gemini aujourd'hui, il fait déjà aussi quand vous les utilisez. Et c'est ce qu'on a vu dans l'exemple avant sur le circuit électrique, euh, le circuit des résistances. Du coup, les techniques, aujourd'hui, si on regroupe les techniques par famille, entre zero shot, few shot, prompting ou chain of thoughts, generate knowledge, donner des connaissances, chaining, l'enchaînage, le reason and act, réflexion ou autre. Du chain of thoughts, on a vu que de l'enchaînage des choses, on a eu beaucoup de sous-techniques de prompting, comme le self-consistency, le tree of thoughts, le active prompt et le multimodal COT. Euh, et il y a aussi à côté tout ce qui est vraiment plutôt fine-tuning pour faire des spécialistes, pour faire un spécialiste d'un document ou bien d'une multitude de technicités de documents. En conclusion, sur l'art prompting, avant de passer sur le hack prompting, le plus important dans la démarche, c'est d'être très précis et très clair, de penser qu'on a un assistant devant nous, structurer l'entrée et les sorties. Le plus on donne des caractères spéciaux pour faire l'enchaînage dans le système de compréhension analyse, le mieux c'est.
simplifier, découper les démarches à faire parce que, encore une fois, il est très sympa d'échanger avec un LLM global, mais il est encore plus sympa. Ah bah, je vais dépasser. Merde. Il est encore plus sympa d'avoir des bonnes réponses et des bonnes démarches et utiliser ces techniques de few shots, chain of thoughts, etc., ou bien combiner-les. En quoi l'IA génératif aujourd'hui, il est très fort sur les résumés du texte, la traduction, l'extraction des informations, questions-réponses, classification des sentiments, les conversations, génération d'un code et le raisonnement. Juste quelques prompts qui sont très spéciaux et qui révèlent des secrets. Si on demande, avant qu'il fasse les filtres, si on demande à ChatGPT de dire poème jusqu'à l'infini, ChatGPT, il a commencé à halluciner et il a commencé à sortir les secrets. Il a commencé à sortir sur quoi il était entraîné. Il y avait des mails, des adresses mail, des pages web, des trucs hyper sensibles et personnels. Et là, vous allez voir le côté éthique par la suite. Là aussi, un exemple, quand ils ont demandé de faire book jusqu'à l'infini, il commence à halluciner et directement, il fait sortir des données brutes qu'il était entraîné sur. Et ça, c'est des données hyper brutes comme vous les trouvez dans les bouquins. Là aussi, des choses. J'ai essayé de faire ça récemment. Et là, il y a directement le filtre boom qui sort. Can't repeat a word endlessly. Il doit s'arrêter et les filtres de OpenAI sont bien fonctionnels. J'ai essayé de dépasser ces filtres avec de l'enchaînage, comme si on fait un échange, etc. Du coup, il me sort directement un code au lieu de faire une répétition. Il est très intelligent parce que dans le code, nous, on gagne beaucoup quand il y a une répétition, de faire une répétition au lieu de répéter les choses jusqu'à l'infini. Et j'ai essayé, j'ai tenté. À chaque fois, il s'arrête et il me donne pas plus que, euh, je sais pas, une trentaine de lignes de choses. Des limites aussi dans ChatGPT. Avant, nous, on dit toujours que attention, il est très raciste. Il sort des trucs. Là, il sortait des trucs il y a quelques années, il y a un an et demi. Il sortait des choses en très discriminant. Là, maintenant, quand on lui demande, il va dire directement non et il va pas accepter ce genre de demande. Mais aussi, il y a quelques moments, je pouvais, pardon, dépasser ces filtres avec le Do Anything Now, qui était aussi un challenge de jailbreak entre ChatGPT et les ingénieurs ou bien les utilisateurs euh, autour du monde. Il a sorti des choses, mais sans des vrais prix, mais il a sorti quand même des choses encore racistes parce que ils vont jamais remettre à zéro l'entraînement qu'ils ont fait. Du coup, cette version, elle est déjà patchée, ça veut dire ils ont déjà corrigé ces erreurs. Et aujourd'hui, si j'utilise ces prompts, ça marche pas du tout. Et si on met beaucoup d'utilisateurs face à ChatGPT, on a commencé à le faire de plus en plus débile en global. Ça veut dire si ils utilisent un reinforcement learning aveuglement, les ingénieurs de OpenAI, le système il va diminuer de compétences rapidement avec la population qui va lui faire n'importe quoi. Voilà. Du coup, l'intelligence artificielle, c'est un outil vraiment un assistant révolutionnaire, extrêmement puissant, mais encore, il y a encore beaucoup de limites existantes. Il faut faire gaffe avec ces utilisations. Moi, je dis toujours que je vous remercie pour l'attention que vous avez donnée à cette présentation. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est comme un philosophe qui a 7 ans ou plus, un petit peu plus, à l'époque de début de la civilisation. Mais là, on parle des machines qui ont des philosophes comme au début de la civilisation mésopotamienne. Il y a d'autres conférences que je vous le laisse ici, que vous pouvez aussi consulter plus tard pour voir plus de détails sur l'IA et la cybersécurité, ou bien la recherche en intelligence artificielle que j'ai fait il y a un an ici à l'ICAM
Toulouse, pardon, à l'ICAM Strasbourg. Entre Strasbourg et Toulouse, moi, mon cœur, il est toujours divisé entre ces deux régions. Du coup, je me trompe toujours avec mes collègues, même je dis parfois Toulouse au lieu de Strasbourg et Strasbourg au lieu de Toulouse. Voilà, merci bien, je vous remercie infiniment. Et maintenant, je Merci vais beaucoup, regarder le Ravi. tableau. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, il y a juste le temps pour une question. Est-ce Oh que là, c'est euh, pas grave. J'ai aussi sur le je tableau suis des désolé, questions, mais je t'ai oui, donné moi, le délai max. Comme c'est ça, sûr. Ouais. avez-vous des questions? Avez-vous envoyé? Ah, voilà, Simonin. Bonjour Abi, merci beaucoup Bonjour. pour ta présentation. Je me posais une question basique. Est-ce que la langue du prompt a un impact sur la réponse? C'est-à-dire, si j'ai écrit en anglais ou en français, est-ce que la qualité du prompt va changer? Sûrement, la qualité change énormément entre les différentes langues. Euh, moi, j'ai le plaisir à faire des prompts. Je pense que tu as aussi plusieurs langues possibles, trois langues possibles. Euh, je fais en anglais, en français, en arabe, et souvent la qualité se dégrade dans le même ordre. Ça veut dire en anglais, il est très puissant. Il y a même des sujets qu'il connaît en anglais. C'est pas le cas en français ou en arabe. Il y a aussi des choses qui sont bien en français, qui ne sont pas bons dans les autres langues. Du coup, la langue affecte beaucoup la réponse de ces modèles-là, sûrement.